Fort pour la fin. Sinon, tu peux juste essayer de crier fort. Oui, voilà, exactement. Merci pour votre belle présentation et pour ce travail. Merci, désolée. Donc, merci Madame pour cette belle présentation et pour ce travail fort prometteur. J'avais préparé 3 questions, entre autres donc, le système de santé, donc je l'ai barré. Donc du coup, ma question se décline en 2 volets. Donc la première, quels seraient les enjeux éthiques de l'application de cette technologie, notamment chez les enfants et les personnes âgées? Et puis une question de profane, est-ce que l'intelligence artificielle qui serait utilisée ici, elle serait entraînée sur des praxicons, qui sont des représentations motrices dans le cerveau? Merci. Alors, les enjeux éthiques. Alors, il y a des enjeux éthiques pas nécessairement pour les enfants ou pour les personnes âgées. Les enjeux éthiques, c'est pour l'ensemble de la population. On s'entend très bien là-dessus. C'est qu'il n'y a pas plus d'enjeux éthiques nécessairement à aller tester ces technologies-là chez des personnes plus âgées. Encore une fois, moi, ce que je pense, c'est qu'on veut répondre à des besoins spécifiques. Donc, que ce soit une population pédiatrique, une population plus âgée, les besoins doivent être adaptés, les technologies doivent être adaptées aux besoins spécifiques de la population. Je vais vous donner un exemple concret. Actuellement, à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, qui est un hôpital pour enfants, il reçoit beaucoup de jeunes avec des paralysies cérébrales motrices. On a des paralysies quasiment pas très invalidantes, généralement les jambes de bras. Et ils sont en train de faire un test en utilisant la stimulation vraiment épinaire chez ces patients-là. Pourquoi? Parce que les bénéfices sont tellement énormes à utiliser ces technologies-là que dans le fond, quand on parle d'enjeu éthique, c'est bénéfice-risque. On doit calculer le bénéfice-risque. Si le trade-off efficacité et sécurité est bon, les comités d'éthique vont suivre et vont permettre le test chez les populations, que ce soit pédiatriques ou des populations vieillissantes. La problématique avec les populations plus vieillissantes, la problématique que je vois moi par rapport, parce que je suis neuroscientifique à la base et je m'intéresse au mécanisme, c'est que plus on attend pour agir, et en général plus c'est difficile de restaurer une fonction. Ce genre de technologie fonctionne beaucoup mieux en général chez des patients qui vont être plus jeunes ou avec une chronicité de la blessure qui est courte. Donc quand on est en phase de sous-aigu ou aigu, on va avoir des bénéfices qui vont être supérieurs. Alors pour moi les enjeux éthiques, si vous voulez, c'est vraiment c'est pour tout le monde, c'est vraiment pour l'adulte, l'enfant et pour les personnes âgées, c'est vraiment des enjeux qui vont être globaux en réalité. L'utilisation de ces neurotechnologies pose des enjeux éthiques à tous les niveaux, à toutes les populations. Et pour la deuxième question, c'est... j'ai pas bien entendu en fait, je vais essayer de reformuler, vous allez me dire si c'est ça. Est-ce qu'on veut entraîner l'intelligence artificielle sur des réseaux cérébraux humains directement? Est-ce que c'est ça que vous m'avez demandé? Je n'ai pas entendu la fin de votre question en réalité. Est-ce que cette intelligence artificielle serait... J'entends pas du tout. Sans micro. Désolée. Je disais, est-ce que cette intelligence artificielle serait entraînée sur ce qu'on appelle les praxicons, que sont les représentations motrices du mouvement au niveau du cerveau? Merci. C'est une bonne question. On peut évidemment le faire. Nous, on n'a pas utilisé cette méthode-là. On a utilisé une méthode d'apprentissage automatique. À ma connaissance, dans mon domaine en tout cas, je n'ai pas d'exemple qui utilise les praxicons actuellement, mais encore une fois, je ne suis pas une spécialiste de l'IA, ça peut être très clair avec ça, je suis plus dans les neurotech, j'utilise l'IA comme outil d'optimisation, d'accord? Mais je pense que c'est tout à fait possible. Toutefois, la façon dont nous, on a voulu aborder les choses, c'était d'utiliser vraiment l'intelligence artificielle pour l'optimisation en temps réel, basée sur un retour immédiat en fait, de la fonction. Donc on se basait vraiment sur le retour de la fonction
en temps réel pour adapter, pour ajuster en fait la neurostimulation et faire en sorte que l'algorithme intelligent en fait apprenne à mesure du feedback qu'il recevait de l'animal. Donc je pense que c'est quelque chose d'un peu différent, mais je ne vois pas nécessairement de problème à le faire, mais je ne connais pas des chercheurs dans mon domaine qui utilisent cette façon de faire actuellement. Je pense qu'on va probablement arrêter là. En fait, vous avez déjà stimulé mon cerveau, c'est vrai. La prochaine fois, il faudrait venir en personne, Marina, n'est-ce pas? Je connais Dorian Edmondson, j'ai habité à Calgary pendant 2 ans, donc je suis déjà venue quelques fois. Ah là là. Ah non, hein? Calgary, c'est Edmonton maintenant. La prochaine fois, hein, c'est La prochaine fois. Absolument, absolument. Sinon, on va débarquer. Et venez avec votre équipement, hein? Quand vous venez ici, on aura besoin d'expérimenter. S'il vous plaît, venez voir moi pour applaudir Marina. Immense plaisir pour moi d'introduire notre prochaine conférencière, Lubna Benabou de l'Université de Rimouski, une chaire de recherche en intelligence artificielle pour les chaînes d'approvisionnement. Elle va nous parler d'intelligence artificielle pour l'accélération des découvertes scientifiques, opportunités et enjeux. Alors, s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour accueillir professeur Lubna Benabou qui va nous parler de l'Université de Rimouski. Bonjour tout le monde, est-ce que vous voyez bien? Oui. Un peu plus fort, peut-être, c'est mieux. Maintenant, est-ce que c'est mieux en termes de... Oui? Beaucoup mieux. Super. Alors d'abord, je vous remercie Hassan et toute l'équipe pour l'invitation et pour l'organisation de l'événement. C'est vraiment impressionnant, en fait, la qualité des intervenants et la diversité des sujets. Donc, je vous remercie pour l'organisation. Donc, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de partager avec vous, en fait, un sujet qui m'intéresse dans le sens que comment l'intelligence artificielle, jusqu'à présent, on a vu pas mal, je dirais pendant le congrès, ailleurs, pas mal d'applications d'intelligence artificielle. Mais ce que j'aimerais traiter aujourd'hui, c'est comment elle peut nous aider pour la découverte scientifique avec les défis de la recherche que nous avons aujourd'hui, quelques applications de l'intelligence artificielle dans les sciences. Je vais parler beaucoup plus, je dirais particulièrement du domaine de ma recherche dans la chaire avec mes collègues à l'ECAR, comment l'IA elle peut être au service des découvertes scientifiques et aussi les enjeux que nous avons l'IA dans la recherche scientifique en général. C'est sûr que c'est difficile de passer après le professeur Martinez, surtout quand on parle du cerveau, c'est tellement passionnant. Et moi, je veux revenir terre à terre dans des problématiques beaucoup plus mathématiques, environnementales, mais j'ai une neuroscientiste à la maison, donc je sais ce que c'est. Alors, je vais commencer d'abord par, en fait, ce qui s'est passé en 2024, quand il y a eu 2 prix Nobel pour l'intelligence artificielle, il faut les nommer d'ailleurs, une anecdote, maintenant on commence à dire, on va citer intelligence artificielle et en 2024. En fait, Geoffrey Hinton, donc c'est, je dirais, comment c'est notre professeur en intelligence artificielle à tous, donc son prix Nobel en physique, et Denis Hassabis, son prix Nobel en chimie. Donc, quand on voit cette reconnaissance de la communauté scientifique de l'intelligence artificielle, c'était il y a un avant et un après. On oublie ChatGPT, on oublie Transformers, on oublie comment ça a inondé le monde, mais on va parler comment cette intelligence artificielle elle a été reconnue dans le domaine scientifique, comment elle a aidé à accélérer la découverte, que ce soit dans la physique avec les travaux de Newton, dans tout ce qui est réseau de neurones, que ce soit Denis Hassabis dans les chimies, dans la découverte de molécules, entre autres avec ces travaux, je dirais, en apprentissage profond. Alors, les défis de la recherche scientifique aujourd'hui, c'est d'abord c'est les deux. Tout le monde dans son domaine de recherche, que ce soit en sciences humaines et sociales, que ce soit en sciences génie, dans tous les domaines, en santé, beaucoup de données. Nous avons beaucoup de données de différentes sources, de différentes formes, elles sont massives, elles sont multidimensionnelles, elles sont hétérogènes, nous avons des vidéos, nous avons des textes. Et cette multitude de données, nous n'avons, comme être humain, on n'a pas de capacité cognitive pour les traiter bien sûr, mais nous avons besoin d'aide en fait, pour pouvoir les traiter et surtout les valoriser.
la complexité croissante des problèmes scientifiques que nous sommes en train de traiter, les enjeux auxquels nous sommes en train de faire face, qui sont de plus en plus complexes, des estimations, je prends le cas par exemple des modèles climatiques, des estimations, des prévisions qu'on avait, ça fait, je dirais, plus que 50 ans, là on commence à les voir en réalité. Certains phénomènes, je prends le cas en finance, certaines crises, certains impacts qu'on n'en voyait pas avant dans les modèles économiques, on est en train de les voir maintenant. Le coût élevé de la recherche, de plus en plus, si je prends le cas des expéditions scientifiques, des expérimentations, l'accès au financement de plus en plus limité. Donc, c'est les défis auxquels on est en train de faire face comme communauté des chercheurs, la complexité de modèles de prédiction et la fragmentation de la recherche. Donc, on a de plus en plus de fragmentation de la recherche dans les différents domaines. Et récemment, il y avait une étude de l'OCDE en 2023 qui est assez intéressante. D'ailleurs, ce serait intéressant pour les chercheurs de la voir. Et ils ont en fait fait ressortir des études qui ont été faites en Chine, en Allemagne et au Japon sur la baisse de la productivité scientifique. Et il y a en fait ce qu'on appelle la loi des rangs, c'est tout simplement la loi de Moore à l'envers. Donc la loi de Moore, c'est ce qui est en rose, vous la connaissez tous. Elle a été déjà battue avec l'intelligence artificielle générative. Mais la loi des rangs, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que dans le domaine, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, entre autres de la découverte des molécules, on trouve qu'il y a une baisse, je dirais, en termes de découverte des médicaments, au fur et à mesure. Même si on a une exposition en termes technologiques, maintenant on a des avancées technologiques, mais une baisse en termes de découverte. Donc, c'est les contradictions dans lesquelles on est en train de vivre. Oui, il y a beaucoup de papiers, mais moins de productivité, dans le sens qu'il n'y a pas des découvertes scientifiques qu'on avait avant, et il y a de plus en plus, si vous le remarquez, d'auteurs dans le même papier. Maintenant, la liste des auteurs, c'est énorme. Donc, quand on parle en termes de productivité, le débat, il est ouvert. On peut discuter comment on peut définir une productivité scientifique. Est-ce que c'est le nombre de papiers? Est-ce que c'est même pas? Mais en tout cas, je trouve que le parallélisme qui a été fait dans ce rapport est assez intéressant entre les deux. Par exemple, dans le cas de l'Allemagne, ici, les chiffres s'arrêtent à 2017. Je suis intriguée de voir ce que ça va donner jusqu'à 2025 avec les génératives. Alors, il y a un déclin annuel de la productivité en recherche et développement. Alors, on parle de recherche et développement, on parle de papier, mais on parle aussi de recherche et développement en industrie. Donc, par exemple, pour l'Allemagne, ça a pris 13 ans pour que, je dirais, il y ait une chute de moitié de la productivité en termes de recherche et développement. En Chine, ça a pris juste 3 ans. Ok, ça s'est rétabli récemment, mais ça a pris juste récemment. Et les États-Unis, c'est presque en Allemagne, le même problème qu'il y a au Japon. Donc, ça, c'est des enjeux auxquels on est en train de faire face. On se dit que la technologie, elle est là, mais jusqu'à quel point réellement elle est en train d'améliorer la productivité scientifique. Qu'est-ce que peut faire l'IA par rapport à la recherche? La première chose, on a parlé de données. C'est comment traiter ces grandes données. L'IA, elle a le pouvoir, elle a la technologie, elle a les algorithmes pour la partie analyse descriptive, pour la partie analyse prédictive, de traiter, de valoriser ces données. Je prends l'exemple du CERN, par exemple. Donc, nous avons annuellement la plus grande conférence sur l'intelligence artificielle numérique, donc en décembre, donc il y a lieu généralement à Vancouver, parfois elle change de je dirais, de ville. Mais dans la dernière conférence en décembre 2024, nous avons un atelier sur tout ce qui est physique et apprentissage automatique, par exemple. Plus que les 3/4 des papiers qu'il y avait dans cet atelier, c'est des gens du CERN, c'est des physiciens. Et ça change. Je suis dans la communauté, j'ai fait ma thèse en apprentissage automatique entre 2002 et 2008 à l'Université Laval. Et quand on était dans cette conférence, il n'y avait que des gens d'apprentissage automatique, que des gens d'intelligence artificielle. Maintenant, la moitié de la communauté, c'est les scientifiques, les autres disciplines. Et ils sont en train, et surtout quand je prends différents domaines scientifiques, comment on est en train d'utiliser l'intelligence artificielle, d'abord pour traiter les données, pour identifier des modèles complexes aussi pour accélérer le processus de recherche, surtout dans la partie expérimentation scientifique. Ça permet aussi de réduire les coûts de ces expérimentations et ça permet aussi de renforcer la productivité scientifique. Je vais revenir sur le point de renforcement de la productivité scientifique par la suite. Et je vais commencer avec quelques applications. Je vais passer rapidement sur la partie santé parce que après, professeur Martinez, je ne vais pas traiter le sujet d'une manière aussi approfondie, mais juste un petit clin d'œil par rapport à la découverte des molécules, par rapport à l'industrie pharmaceutique, par rapport à l'outil, ce que je présente ici, c'est l'outil de DeepMind, AlphaFold, qui a accéléré, en fait, entre autres, cette découverte, en fait, des molécules dans l'industrie pharmaceutique. Autre chose, c'est un point qui a été souligné avant, c'est la partie diagnostic médical qui a été améliorée par l'apprentissage profond. C'est la personnalisation sur les patients. Un projet que nous avons actuellement avec le Maroc. En fait, le Maroc, dans
le plus grand hôpital de traitement du cancer du sein, qui est à Maroc, nous avons un outil qui permet de personnaliser le suivi des patients après traitement. Cet outil, il a été offert par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un outil qui a été développé en Angleterre, et ça a été entraîné sur les données des femmes en Angleterre. Ce qui n'est pas le cas des femmes que nous avons. Donc, c'est cette personnalisation sur les patients. On est en train de travailler comment on peut revoir l'apprentissage, développer des nouveaux algorithmes, les entraîner sur les données des femmes avec les caractéristiques qu'ils ont de leur environnement pour avoir personnalisation. Ça, c'est des choses que l'intelligence artificielle nous permet, cette personnalisation de traitement selon le patient. Un autre domaine, c'est tout ce qui est expérimentation. En génie chimique, c'est ce qui explique entre autres le prix Nobel. Donc, on a la possibilité d'avoir la disponibilité, la rapidité, la précision, enregistrer de vastes quantités de données, tester plusieurs hypothèses en parallèle, sélection optimale des expériences. L'exemple, c'est le laboratoire, l'un des premiers laboratoires utilisés ça, c'est le robot chimiste complètement autonome, qui fait plus de 100 millions d'expérimentations possibles, fonctionne de manière autonome pendant 10 jours. Ça permet, au-delà de la partie productivité de la recherche, mais en termes de reproductivité des résultats, en termes de transparence de la recherche. Ça aussi, c'est des facteurs qui sont très intéressants en termes. Là, je vais revenir sur quoi on est en train de travailler. Comment on est en train d'utiliser l'intelligence artificielle. Moi, je viens de la communauté d'intelligence artificielle de l'aide à la décision. Et comment on travaille avec d'autres disciplines. Je suis à l'UQAR, donc l'UQAR, il est connu beaucoup plus par sa recherche en océanographie, avec l'Institut l'ISNER que nous avons à Rimouski. Donc, avec mes collègues à l'ISNER, on essaie de travailler ensemble comment on peut utiliser l'intelligence artificielle, par exemple dans la partie traitement, analyse des données météorologiques, les données acoustiques, comment on va faire de classification automatisée des espèces, comment on peut utiliser les algorithmes d'apprentissage automatique de prédiction pour prédire les émissions, modéliser les courants, prédire les courants sous-marins. Un des premiers projets sur lesquels on a travaillé, c'est d'abord de chercher c'est quoi les données météorologiques marines que nous avons au niveau du Canada. On a beaucoup, on a énormément, c'est énorme, et c'est enregistré, et on les a. Et parfois c'est à la seconde. Donc on a d'énormes quantités de données sur la météorologie marine. Il y a la NOAA et la NASA peut-être qu'il faut enlever, il faut que je mette à jour. Bon là c'est pas qui ne sont pas nécessairement accessibles dans les prochaines, je dirais, mois ou jours, mais ça c'est la première réalité que nous avons pour nos domaines en fait des sciences de la mer que nous avons. Et ce qui est intéressant, parce que ça nous permet en fait de mieux valoriser ces données et d'accompagner ce qu'il y a en termes de, je dirais, modèle physique, modèle numérique qui existe déjà. Une deuxième application, c'est en termes d'analyse des écosystèmes marins. Donc ici, on a travaillé ensemble sur en fait, des hydrophones qui sont implémentés au niveau du Saint-Laurent. Donc il y a ce qu'on appelle le projet Mars. Donc, le projet Mars, il a été mené avec un collègue, professeur Pierre Couchet, à l'ISNER, qui est spécialiste en acoustique marine. Donc dans ce projet, en fait, il y a des hydrophones et les bateaux, ils acceptent de passer à côté de ces hydrophones. Donc les hydrophones, ils sont mis, ce qu'on appelle le mouillage, en juillet, ils sont récupérés fin octobre. Et donc là, c'est les enregistrements de ces hydrophones. Donc une étudiante en acoustique marine, ce qu'elle a fait, elle a labellisé en fait, ces enregistrements. Donc à partir de ces enregistrements, c'est vraiment de détecter ces quelques bruits. Ici, on travaille avec 3 espèces, les belugas, les marsouins et la baleine bleue. Donc on essaie de cette labellisation. Nous avons eu 18 494 enregistrements dans le cas, par exemple, des belugas. Et avec 2 simples en fait, algorithmes de réseau neuronal, nous avons d'abord transformé ces enregistrements en images. À partir de ces images, on fait la reconnaissance de bruit. Donc là, on est capable de détecter que ce soit les bruits des belugas ou des marsouins ou, je dirais, de la baleine bleue. Et à partir, pourquoi nous, on veut détecter ces bruits? Parce que les enregistrements que nous avons, nous voulons aussi voir comment on peut gérer mieux le transport maritime dans le fleuve Saint-Laurent, de telle manière à ce qu'on va avoir moins d'impact sur le mammifère marin et moins d'émissions. Pour la partie prédiction des émissions, c'est qu'au Canada, nous avons un outil qui est vraiment, je suis très fière de le citer dans les conférences en fait, d'intelligence artificielle pour le changement climatique. C'est parmi les premiers outils au monde qui permet de calculer les émissions que nous avons dans toutes les eaux canadiennes. Mais cet outil, il est, je dirais, c'est a posteriori, dans le sens que, par exemple, maintenant, le gouvernement canadien est en train de calculer les émissions de 2024. Donc, on n'a pas les prédictions des émissions. Or, maintenant, l'Organisation mondiale, en fait, je dirais, du transport maritime et en même temps les réglementations qui sont de plus en plus
en vigueur. Maintenant, ils sont déjà, je dirais, appliqués en Europe. Donc, il nous faut ces estimations je dirais, des émissions. Et donc, pour avoir ces estimations des émissions, nous avons un avis, on fait d'expérimentation qui s'appelle Coriolis, à l'ISMER. Donc, généralement, quand on passe à l'intelligence artificielle, on pense aux chercheurs, ce sont des guides qui sont derrière l'ordinateur en train de coder. Ce n'est pas complètement ça. Nos étudiants aussi vont partir en mer, vont aller avec nos collègues océanographes, avec nos collègues biologistes marins, avec les acousticiens pour voir comment ça se passe dans la réalité. Comme je dis à mes étudiants, c'est un sport de contact. Il faut savoir quelles sont ces données, qu'est-ce qu'elles représentent. On ne peut pas travailler les données d'une manière aveugle. Il faut comprendre la signification de chaque donnée. Donc, les étudiants qui sont embarqués dans le bateau, en fait, dans la mission que nous avons eue en novembre. Là, c'est le trajet en fait, du Coriolis pendant la mission en novembre. Et ce qu'on a essayé de faire, en fait, on a fait des prélèvements sur place pour comparer ce que nous avons eu dans la machine en termes de prédiction des émissions et de les comparer par rapport à ce que nous avons obtenu comme résultat. Par exemple, ici, tout ce qui est en jaune, c'est par rapport, je dirais, les prédictions des émissions de CO2 que nous avons obtenues par rapport à, je dirais, un modèle de machine learning. Et ce qui est en bleu, c'est la vitesse en fait à la surface d'un navire. On va revenir sur la notion de vitesse à la surface d'un navire, parce que ce qui explique les émissions, c'est la vitesse d'un navire et la propulsion d'un navire. Donc, ça, c'est les premiers résultats. Et maintenant, on est en train de travailler pour généraliser ça. Nous avons un projet avec le ministère du Transport du Québec pour élaborer un système intelligent de transport pour lequel on a déjà réussi à prédire les heures d'arrivée des navires, les vitesses des navires. Mais maintenant, on est en train de travailler de prédire les émissions pour n'importe quel navire qui rentre dans le Saint-Laurent. Et on ne veut pas juste prédire les émissions, mais on veut aussi prédire les coûts. Pourquoi? Parce que ça perturbe la communication, le comportement des mammifères marins, il y a du stress, je dirais, psychologique et physiologique pour les mammifères marins. Et donc, et on sait que, mathématiquement parlant, c'est que ce qui influence le plus les émissions de bruit ou les émissions en fait, des gaz, je dirais, en termes de transport marin, c'est vraiment la vitesse à la surface des navires et le coût. La partie physique que nous avons ici, c'est la partie coût. Donc la même chose pour cette émission, il y avait un ingénieur qui était sur place, en fait, qui a pris le relevé, on avait les données d'hydrophone avec les enregistrements de bruit, et là c'est l'estimation que nous avons obtenue pendant les différentes phases de cette mission. Et là nous avons pu, là on est en train de préparer un papier pour un journal, nous avons pu élaborer notre modèle de prédiction du bruit à partir de la vitesse des navires. Le challenge que nous avons par rapport à la vitesse d'un navire, je promets, c'est la dernière, en fait, je dirais, surface, mais je crois que m'empêcher de ne pas la mettre dans mon présentation. En fait, nous avons en fait constaté, et ça, on a la surface qui représente le lien entre la puissance des navires, la vitesse à la surface et les turbines d'eau. Donc ça nous donne une surface qui nous rappelle une équation différentielle, mathématiquement parlant. Donc les défis que nous avons, comment on peut résoudre cette équation différentielle, mais avec l'apprentissage mathématique. Donc là, l'intelligence artificielle, oui, on va l'utiliser pour valoriser les données, pour reconnaître des images, pour prédire des bruits, pour prédire des émissions, mais on va l'utiliser aussi en l'hybridant avec les modèles physiques. Et si je prends le cas, par exemple, là, c'est une courbe où nous avons quelques points expérimentaux ici. Donc un point expérimental, ça peut être, je dirais ici, ça représente le temps et la température. Donc à partir de ces points expérimentaux, donc je prends la courbe que nous avons en rouge, donc la droite que nous avons en rouge, ça représente les résultats par rapport. On a fait un apprentissage avec un premier réseau de neurones à partir des données expérimentaux. Donc les résultats que nous avons, il est loin de la réalité. La réalité, normalement, on devrait avoir le vert. Le vert, la même chose. Donc, si on prend un algorithme d'intelligence artificielle, typiquement un réseau de neurones ici, on va lui donner peu de données. On va les traîner, ça ne va pas donner ça. Si l'apprentissage profond nous donne des résultats extraordinaires en termes de précision, mais il nécessite beaucoup de données. Pourquoi il nécessite beaucoup de données? Parce qu'il doit capter toutes les interactions possibles qu'on peut avoir entre ces données-là. Parce qu'il doit capter le comportement derrière ces données. On ne veut pas juste reproduire ce qu'il y a dans le passé. C'est ça ce qui est intéressant avec l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. En fait, on veut généraliser vers le futur. Je veux avoir des prédictions qui ne reflètent pas nécessairement le passé. Je ne veux pas être en mode sur apprentissage, je veux généraliser vers le futur. Et là, on a ce qu'on appelle les PIN. En fait, c'est des réseaux de neurones qui sont informés par la physique. Par exemple,
On va pénaliser quand le réseau de neurones ne respecte pas les contraintes physiques. On va pénaliser quand le réseau de neurones ne respecte pas certains éléments que nous avons dans l'équation différentielle. Et donc, quand on va entraîner ce réseau de neurones qui est informé par la physique, on obtient de meilleurs résultats. Et là, on a un meilleur. Donc là, on est en train d'utiliser ça. Donc, on l'a utilisé déjà pour prédire, je dirais, la vitesse à la surface de la ville. Nous avons obtenu de très bons résultats que nous avons publiés à l'UNICEF en décembre. Maintenant, on est en train d'utiliser ça pour modéliser les cours. Donc, avec mes collègues à l'ISMER, donc les physiciens, ils ont déjà leur modèle numérique qui permet de calculer les courants. C'est tout simplement c'est la résolution des équations de résolution. C'est des simulations numériques par rapport à des modèles, je dirais, Navier-Stokes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'en utilisant l'historique des données que nous avons, comment on peut accélérer. Par exemple, on a des opérateurs de données qui sont basés sur les réseaux de neurones, etc. On est en train de travailler sur ça avec eux pour pouvoir accélérer la résolution que nous avons pour certains modèles numériques. C'est aussi utilisé par rapport à la combinaison des données satellites pour tout ce qui est surveillance de l'environnement. Donc, en termes de potentiel de l'IA pour, je dirais, modéliser, pour mesurer l'impact des changements climatiques, c'est énorme. Il y a beaucoup de résultats qui le prouvent, beaucoup d'études en fait, qui sont très très intéressantes. L'un des plus récents, c'est pour la modélisation des courants à la surface, avec, je dirais, qui a été publié en 2023. Autre chose, c'est que quand on parle changement climatique, on va entendre parler beaucoup plus à l'impact des centres de calcul, combien ça va en termes, je dirais, en termes d'entraînement des modèles, combien on consomme d'énergie, oui, il y a ce côté, mais il y a l'autre côté que ça peut aussi nous aider pour faire face au changement climatique. Les modèles que nous avons, par exemple, dans tout ce qui est prédiction météorologique, ils sont énormes. Ils ont déjà battu les modèles. Donc, tout ce que nous avons en modèle d'intelligence artificielle, là, il y a un blog au fait de DeepMind. Donc là, c'est les derniers fichiers que j'ai, la mise à jour que j'ai en 2024. Là, vous avez tous les modèles, en fait, à base d'intelligence artificielle pour la prédiction de l'eau. Et c'est hyper important. L'un des modèles qui est le plus connu, c'est le modèle Twingo. Donc, lui, il génère des prévisions beaucoup plus rapides que le modèle classique. Et maintenant, ça commence à être utilisé de plus en plus. Donc, c'est là où je suis en train d'essayer de mener la discussion vers comment l'intelligence artificielle, elle va être non seulement un outil, mais accélérée, bénéficier de toutes les données que nous avons, toutes les capacités de calcul que nous avons, elle va nous aider à accélérer ces découvertes scientifiques. Nous avons aussi utilisé l'intelligence artificielle pour prédire les rayonnements solaires. Là, c'est une représentation en fait de l'une des plus grandes stations. Donc, la concentration, c'est la station Noor Awel-Césaire. Nous avons travaillé sur un projet dans lequel on a essayé de prédire le rayonnement solaire. Pourquoi? Parce que le rayonnement solaire, en fait, les radiants solaires, pour utiliser un mot grec, les radiants solaires, ça marche très très bien. On a des modèles qui permettent de prédire ça, un simple réseau de neurones type LSTM qui permet de prédire ça, tant qu'il n'y a pas de nuage. Une fois il y a le passage du nuage, ça commence à être problématique. Donc, nous avons développé notre propre architecture qui mixe en fait entre les données météo et les images satellites. Donc, qui mixe entre les deux et qui permet en fait de faire de meilleures prédictions et qui permet de tenir compte. En fait, ce qu'on fait, c'est que on va mettre un laps de temps, c'est que le nuage qui va arriver, comment il va influencer la prédiction de tout ça. Vous allez me dire, mais pourquoi on a besoin de ça? La première chose, c'est parce que ça nous permet de savoir exactement combien avoir en termes de production. Ça permet de réguler en termes de stockage. En même temps, on fait la prédiction de la demande d'électricité, combien on va injecter dans les réseaux. Et surtout, ça c'est important pour la bancabilité des projets des énergies renouvelables. L'un des défauts des énergies renouvelables, c'est l'intermittence. Et donc, si on veut favoriser plus d'implémentation de projets des énergies renouvelables, les banques, ils exigent une meilleure quantification de l'incertitude de cette intermittence. Est-ce qu'on a essayé de faire dans ce projet? Nous avons une publication en fait, par rapport à ça qu'on a fait en ERIX 2023. Et donc, ce qui est intéressant en fait, dans ce type d'architecture, c'est que ici, ça permet de mixer entre les données météo et les données satellites, mais ça ne va pas être limité juste pour les radios solaires. On peut le mettre en fait dans d'autres domaines. Et là, dans l'équipe, il y avait des gens spécialistes juste en apprentissage propre, des gens spécialistes, on savait qu'il y avait quelqu'un de NASA qui travaillait avec nous. Il y avait des gens qui sont spécialisés juste dans, je dirais, la modélisation mathématique. Donc, c'était un travail d'équipe pour arriver en fait à atteindre notre objectif en termes d'impact de l'utilisation ou du développement de la nouvelle architecture. Alors, mais concrètement, comment l'IA va être au service des découvertes scientifiques? La base, première chose, revue de la littérature et génération des hypothèses. Ça permet vraiment comment l'IA va nous faire ça, mais elle peut faire la différence dans cette cas. Elle peut accélérer la partie de la littérature.
actuelle. Elle peut nous aider à identifier, à prioriser la recherche. Elle peut nous aider surtout aux réductions des coûts, que ce soit les expéditions scientifiques, que ce soit les expérimentations qui coûtent le plus cher. Ici, je vais prendre l'exemple de l'un des étudiants, de l'un de mes collègues. En fait, pour l'accélération de la revue scientifique, pour la réduction du temps de recherche bibliographique, l'identification rapide des études les plus pertinentes et même génération des hypothèses les plus rapides. Ça va être un exemple de l'un des étudiants d'un collègue à moi, je pense qu'il est présent dans la salle. Alors, c'est en mars 2025, ils ont utilisé l'intelligence artificielle. En fait, c'est des gens qui viennent de l'activité de médecine à l'Université de Toronto pour faire une revue systématique de la littérature. On est en train de travailler un projet avec mes collègues à l'ISMER pour gérer les risques des expéditions scientifiques. Et dans ce projet-là, entre autres, on n'a pas trouvé la littérature. Quand on veut le registre des risques des expéditions scientifiques, il n'y a pas de papier sur ça. On a trouvé un seul livre qui traite ça. C'est pour les expéditions au pôle Nord et dans le pôle Sud, et c'est tout. Donc, où est-ce qu'on a trouvé l'information? C'est dans les journaux de voyage, c'est dans des vidéos, c'est dans des récits de voyage. Donc, ce qu'on est en train de faire, on va utiliser l'IA générative pour extraire l'information de vidéos, pour extraire l'information de recueil de voyage. Et là, on a nos premiers registres de risques qu'on va valider. Donc, ça, c'est la première étape qu'on peut utiliser. Deuxième chose, c'est en termes de modélisation. Tout à l'heure, j'ai montré comment on peut utiliser l'intelligence artificielle avec la vision pour guider, pour interpréter les résultats, pour partager aussi les connaissances. Ça peut nous aider aussi, je dirais, en termes de rédaction, de publication préliminaire. Je reviens au modèle d'océanographie. On ne peut pas utiliser l'IA ou les modèles qui sont à base de données en général et on oublie tout ce qui a été fait dans les sciences. C'est pas possible. Quand on prend des domaines, par exemple, tels que l'océanographie, ça a commencé au 19e siècle. On ne va pas prendre toute la science qui a été développée, on va dire, avec mon modèle, avec mon architecture, à base de Transformers, avec le fameux T que nous avons dans ChatGPT, je peux, je dirais, résoudre tous vos problèmes et je peux avoir un meilleur modèle. C'est pas possible. En fait, ça ne va marcher que si on travaille ensemble. L'apprentissage automatique de l'intelligence artificielle moderne a commencé en 2006 à être exploité. Donc je ne peux pas, moi, prendre une science qui a été développée depuis des années, on va dire qu'on va le remplacer par un modèle. Ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, où ça serait intéressant, c'est d'intégrer ça au fur et à mesure dans le processus en fait, de la découverte. Je peux commencer par la partie observation. Donc, mes collègues qui sont sur le terrain, par exemple, je prends le cas, un collègue qui a des radars qui sont implémentés au niveau de Saint-Laurent, qui permettent en fait d'essayer de déterminer le courant à la surface. Il a un vrai problème de tenir en compte. Et là, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire avec l'intelligence artificielle. Comment imputer les variables manquantes? C'est quelque chose qu'on fait. Donc, on peut faire avec les modèles d'apprentissage automatique, avec les modèles d'apprentissage profond, qu'on peut aider par rapport à ça. Je prends le cas de la détection des caractéristiques sur le terrain. Je ne vais pas prendre juste les caractéristiques et essayer de développer avec des moyens mobiles externes. Il faut aller sur le terrain, il faut comprendre le phénomène physique qui est derrière, il faut travailler en étroite collaboration avec les physiciens pour pouvoir modéliser ces problèmes. En termes théoriques, tout à l'heure, on avait parlé de la résolution des équations différentielles, mais aussi on peut parler des conditions limites. Comment l'apprentissage automatique peut nous aider par rapport à ça? Comment l'apprentissage automatique peut nous aider à comprendre la dynamique? Quand je discute avec mes amis physiciens, ils me disent, tu sais, Luna, ça, ce sont des modèles en fait. Ça aussi, ce sont des modèles, ce n'est pas nécessairement la réalité. Et qu'on a la chance, avec l'intelligence artificielle, avec les données réelles, de pouvoir intégrer dans ces modèles la réalité du phénomène physique. Donc, quand on fait de la recherche en intelligence artificielle, nous avons deux manières de le faire. Ou bien on le fait à partir des applications, par exemple, la modélisation du courant, que je vais faire développer, tester les architectures qui existent, ou bien je vais développer de nouvelles architectures par rapport à ça, ça se fait unique. Ou bien on fait de la recherche théorique. La recherche théorique en intelligence artificielle, c'est quoi? Nous avons des bases de données qui existent, on va essayer de battre la précision, la performance de ces algorithmes. Dans mon équipe de recherche, dans la chaire de recherche, on parle du principe des applications. Mais ce qui est intéressant dans ces applications, souvent, on est confronté à des problèmes. Souvent, on est confronté à la recherche fondamentale et qu'on doit développer une architecture. Et donc, la mise à jour sur les terrains nous permet en fait d'ajuster les modèles qui soient, je dirais, comparés avec les observations que nous allons avoir, de quantifier aussi les instituts des modèles. Ça, c'est des défis que nous avons. La prédiction en termes de changement d'échelle, par exemple, tout à l'heure, j'ai montré une série de bases de données. Par exemple, le système Copernicus qui nous permet d'avoir plusieurs informations, entre autres les courants.
Mais Copernicus ne travaille que dans les océans. Donc, dès qu'on dépasse les eaux communs, au niveau du Saint-Laurent, on rentre dans les eaux douces, ça ne marche plus. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de changement d'échelle, de modèle, et en même temps, en termes de la décision, comment on va utiliser cette prédiction? Oui, je suis en train de prédire des données météorologiques, mais comment je peux utiliser ça pour prévenir certaines catastrophes naturelles, pour faire, je dirais, avoir des systèmes d'alarme, par exemple. Donc, ça, c'est la partie qui manque. Généralement, on s'arrête aux prédictions, mais on ne va pas jusqu'au bout en termes de décision. Les défis que nous avons, c'est comme dans tous les domaines. Comment on peut être sûr qu'un modèle hybride va remplacer les modèles physiques numériques traditionnels? Même si il est plus rapide, comment on va être sûr de ça? Donc, pour ça, il nous faut des modèles qui sont interprétés. Le défi que nous avons actuellement en intelligence artificielle, les meilleurs modèles ne sont pas interprétés. Les modèles les plus précis, ils ne sont pas interprétés. C'est des documents. On ne sait pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Oui, ils sont précis, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, il y a beaucoup de recherches maintenant. Comment on peut avoir des modèles qui sont précis, mais en même temps on peut interpréter les résultats en termes de robustesse. Ces modèles, ils sont très sensibles aux conditions industrielles. Ils sont très sensibles aux perturbations. Et donc, tous les défis que nous avons, c'est comment avoir des modèles robustes qui peuvent être, je dirais, moins sensibles à ces phénomènes. On sait tous, la causalité n'est pas la corrélation. Et malheureusement, la majorité des modèles, ils vont prouver que la corrélation. Et si on veut aller vers une prise de décision avec les modèles de prédiction de l'intelligence artificielle, il faut qu'on travaille de plus en plus sur l'intelligence artificielle causale et la fiabilité. La fiabilité, c'est en termes des résultats. Ce qu'il faut savoir, quand on prédit des résultats en intelligence artificielle, on n'a pas généralement véritablement de confiance. On ne quantifie pas l'incertitude qui est associée à ces prédictions. Et ça peut être très dangereux. Et ça peut être très dangereux. Donc maintenant, il y a même la réglementation. J'ai eu un projet avec, je dirais, un pays européen qu'on va les citer. Et dans ce projet, entre autres, il fallait prouver que l'algorithme généralise. Il fallait donner des garanties que l'algorithme généralise pour pouvoir appliquer ces résultats. Donc on doit quantifier l'incertitude des prédictions. En termes de gestion des risques éthiques, c'est un débat, tel qui a été déjà traité dans la conférence. Des biais de prédiction, par exemple pour la prédiction des ouragans, on a trouvé que l'algorithme a tendance à mieux prédire pour des régions développées. On a plus de données que par rapport à d'autres régions. Donc il fallait travailler sur les données pour pouvoir, même si on réduit un petit peu la précision, mais il va tenir beaucoup plus compte en fait, des données de la région. Là, il y a certaines initiatives qui ont été développées donc, pour tenir compte en fait, de les départs. Quand on est en train de développer des modèles à base de physique pour modéliser des phénomènes environnementaux en général, il faut tenir compte de la partie explainabilité, robustesse, incertitude, communiquer par rapport au risque, communiquer par rapport au risque quand on est en train d'utiliser l'intelligence artificielle, communiquer par rapport au risque d'utilisation aveugle des prédictions, communiquer par rapport au risque d'incertitude des prédictions aussi. En termes d'implication pour les politiques publiques, investissement. Il n'y a jamais assez d'investissement en intelligence artificielle. La capacité de calcul en intelligence artificielle, c'est une affaire de souveraineté. Ce n'est pas juste une affaire, en fait, c'est une dépendance. Si on n'a pas assez de capacité de calcul pour pouvoir développer, nous sommes très bien placés comme pays, comme le Canada et particulièrement le Québec avec le centre de recherche MILA, dans les pays d'OCDE en termes de recherche fondamentale dans l'intelligence artificielle, dans le message profond. Mais ça ne peut continuer que si on a assez d'investissement dans les capacités de calcul. L'intelligence artificielle nécessite aussi une collaboration, soutien aux infrastructures, intégration dans les programmes, ça c'est très important. Comment les différents programmes, on peut intégrer l'intelligence artificielle, développement des certificats hybrides. Nous avons développé récemment une maîtrise sur mesure entre l'ISMER et mon département pour l'intelligence artificielle, pour, je dirais, l'acoustique marine. On est en train de travailler sur ça et c'est magnifique en fait de travailler avec d'autres collègues d'autres domaines, essayer de combiner des cours, de monter de nouveaux cours, de faire des cours d'intelligence artificielle. C'est un défi en fait, de donner des cours d'intelligence artificielle pour les scientifiques. En guise de conclusion, je pense que l'IA continue et va continuer à transformer les sciences, que l'apprentissage automatique améliore l'efficacité de la recherche, il va aider à progresser à la découverte scientifique, il va renforcer la protection de l'environnement.
J'imagine en fait qu'on peut avoir beaucoup de collaborations avec les scientifiques, différents domaines. On n'a plus le choix d'intégrer la recherche. Ce n'est pas une question, je dirais, si on n'a pas encore intégré l'IA dans la recherche, c'est qu'on n'a pas. Parce que ce qu'elle peut nous apporter en termes de valorisation de données, c'est énorme. Par contre, j'insiste sur l'évolution continue des impacts, sur l'externalité des résultats, sur la robustesse des résultats, sur la quantification des instituts des résultats, ça c'est des éléments très importants. Et là, je tiens à remercier l'équipe de la chaire qui a travaillé avec tous les organismes avec qui on travaille dans ces projets. Et merci encore Hassan pour l'invitation. Si vous le permettez, je vais remercier Lubna au Maroc. Oui. C'est ma compatriote. تبارك الله عليك يا لبنى. تبارك الله عليك. تحمر الوجه. الله يحفظك يا الله يحفظك. Voilà, on a terminé. Un immense plaisir pour moi parce que c'est ma compatriote et je sais que c'est une personne très engagée pour enrichir les échanges entre le Canada et le Maroc, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en personne à un moment ou à un autre. Alors, s'il y a des questions, le micro doit être quelque part. Une présentation très très stimulante. Je pense que des chercheurs présents pourraient avoir des questions. Voilà, qui va accélérer sa recherche. Je pense que ça va être une discussion entre compatriotes. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment excellent. Ma question, c'est par rapport à votre introduction. Donc, vous avez parlé de domaine médical et des limites qu'on a pour développer des nouveaux médicaments pour traiter des maladies. Donc, je vais juste faire le lien avec la présentation du professeur Marina Martinez et qui a expliqué que ça prend à peu près 17 ans pour qu'on soit capable de passer de la recherche au laboratoire pour développer un médicament. Et ma question c'est, est-ce que l'IA est capable de prédire tous ces obstacles-là qu'on a en recherche donc pour accélérer le développement du médicament et de le prendre du bench pour traiter les patients? C'est une très bonne question, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, pour les médicaments, ceux qui sont en train de prendre des risques dans les universités, ce sont les compagnies pharmaceutiques. Malheureusement, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens d'accélérer cette recherche. Okay? Ils ont les moyens. Ce qui est très dangereux, ce qu'on est en train de constater en termes d'intelligence artificielle, c'est que la recherche en intelligence artificielle, en termes d'impact, est en train de sortir de l'université. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de capacité de calcul. Et c'est ça les enjeux auxquels on fait face comme chercheurs au niveau de l'intelligence artificielle. Et donc, vous allez trouver que la majorité, même des papiers qui sont publiés en termes, je dirais, d'utilisation de l'intelligence artificielle pour la découverte des molécules, pour, je dirais, la découverte de médicaments, on va trouver la majorité, ils sont dans des compagnies, ou des compagnies qui utilisent l'intelligence artificielle pour accélérer. C'est la réalité à laquelle on est en train de faire face parce que nous n'avons pas nécessairement les moyens à l'université de recherche. D'autres questions? Juste pour vous dire qu'on a un collègue qui voulait vous écouter connecté du Maroc. Ah, ok. D'autres questions? Pressé pour la pause, santé, on commence à être fatigué. Alors joignez-vous à moi s'il vous plaît pour remercier encore cette excellente présentation et puis à très bientôt en personne. Oui, certainement. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors,